Mdan et nous continuons nos voyages après le golfe de Guinée. Nous allons cette fois-ci vers la côte méditerranéenne et l'Algérie. Yacine va nous parler en fait de l'étude des oscillations marines de basse fréquence pouvant induire une potentielle submersion marine sur un littoral microtidal, et c'est le cas du littoral algérois et plus précisément du port d'Alger. D'être là avec vous aujourd'hui. Voilà, je reviens une deuxième fois. Ici, j'ai le plaisir de revenir une deuxième fois ici. La première fois quand je suis venu, c'était une présentation des projets qu'on allait faire en termes de fourniture de données marégraphiques. Et aujourd'hui, normalement, il y a une avancée, on va la voir par la suite. Je suis Yacine Hamdan, je suis enseignant-chercheur à l'université de Bab-Zouar, des sciences et technologies de Bab-Zouar. Ce travail, je le présente avec mon collègue Lazarek Ben Slama qui est ici présent avec nous. En réalité, là, je vais vous parler beaucoup plus, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai dû raccourcir un petit peu mes slides. Je vais vous parler pourquoi l'infrastructure marégraphique elle est nécessaire en Algérie. Et après, on va citer un exemple de traitement d'un signal pour voir l'intérêt de l'analyse d'un signal à haute fréquence de mesure. Donc voilà. On connaît tous le spectre de Kinsman. Il va des plus hautes fréquences, des ondes capillaires jusqu'aux ondes transtidales. Et fraîchement, le pointeur. Fraîchement, nous avons rajouté la gamme des météotsunamis et des sèches. Donc voilà. Avec un littoral d'environ de plus de 1600 km, d'un linéaire de plus de 1600 km, donc notre littoral, malheureusement, il est exposé à plusieurs risques côtiers. Donc on peut citer deux risques côtiers qui sont très très inquiétants, qui sont à savoir l'érosion côtière et le phénomène de submersion marine. Donc, ajouté à cela, nous avons un littoral microtidal. Autrement dit, le marnage il est très très inférieur à 2 mètres. Exactement, il est de l'ordre de 20 cm. Donc, Gornitz, qui a initié les études sur la vulnérabilité côtière, quand il a commencé à travailler en 1992, il classait les côtes microtidales comme étant des côtes à faible risque côtier. Et présentement, on a changé d'avis unanimement. Les côtes microtidales sont les plus vulnérables. Et les côtes macrotidales sont les moins vulnérables parce que l'effet des tempêtes est dissipé le long de la zone intertidale. En revanche, au niveau des côtes microtidales, la tempête, elle bute à chaque fois dans un même endroit. Donc voilà. Ajouté à cela, nous avons malheureusement par endroit, plutôt dans plusieurs endroits, le phénomène de littoralisation. Là, nous sommes à Alger, on voit comment la littoralisation, elle vient augmenter la vulnérabilité côtière. Donc, on va vous donner quelques exemples de risques côtiers et pourquoi c'est nécessaire d'étudier ces risques-là à travers la mesure et l'auscultation du niveau de la mer à très haute fréquence de mesure. Nous avons ici une côte qui se situe à l'est d'Alger, exactement à Béjaïa. Regardez, en 2009, cette maison-là, elle est à 30 mètres du rivage, et en 2012, elle est pied dans l'eau. Un autre exemple, regardez ici par exemple, ça c'est l'aéroport de Béjaïa, c'est toujours à l'est d'Alger. Et regardez, juste en 2015, là c'est de 2015, regardez l'avancée de la mer. Et ce qui est grave, c'est que là nous sommes à moins de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est un terrain libre pour la submersion marine. D'où l'intérêt d'analyser le niveau de la mer à ces endroits-là. Donc nous avons aussi un autre risque côtier qui angoisse notre littoral, qui est le risque d'effondrement des falaises.
Donc on a ici par exemple, ça c'est un cours qu'on a fait en 2012 avec nos étudiants. Donc le monsieur, il est venu un matin et puis il n'a pas trouvé sa maison. Tout simplement, il a trouvé sa maison en plein effondrement. Donc maintenant, pourquoi on s'intéresse à ce type de risque côtier? Parce qu'on suppose que les effondrements des falaises, ils peuvent générer des ondes de basse fréquence, des tsunamis qui peuvent générer localement des phénomènes de renope et des inondations temporaires du littoral. On a ici, par exemple, le phénomène de surcote marine. Là, on est en 2014. Regardez ici les phénomènes de franchissement. Donc là, en 2014, il y a eu plusieurs marins qui ont perdu la vie au niveau d'Alger. Là, nous sommes à Alger. Parce que tout simplement, on ne prédit pas les surcotes marines au niveau d'Alger. Donc c'est pour cela qu'on s'intéresse à développer ce créneau-là. Là, c'est un journal qui parle de cet événement. Là, c'est en 2010. Là, c'est un parking. On voit comment la submersion marine a envahi toute une ville. Les gens croyaient que c'était un tsunami. Donc, il y avait même des gens qui se sont jetés par-dessus leur voiture. Donc là, c'est au niveau d'Alger. C'est à l'ouest d'Alger, à El Jamila. On voit ici des images encore plus claires. On voit ici comment les bateaux sont au même niveau que ceux du quai. On voit ici. On voit aussi des embarcations qui ont été abîmées. L'autre risque aussi que nous avons identifié sur notre côte, c'est la présence des barres sous-marines de déferlement sous forme de croissants de plage. Et quand on voit la littérature géomorphologique, on trouve que souvent, ces formes côtières, elles sont générées par les ondes infragravitaires. Et bien sûr, les ondes infragravitaires sont détectables, et le marégraphe numérique peut détecter ce type d'oscillation de basse fréquence. Maintenant, il y a le plus gros risque qui inquiète notre pays, c'est le risque de tsunami. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1365, Alger elle a été balayée par un tsunami dévastateur. En 1856, Djidjel, qui se situe à l'est d'Alger, elle a été pareillement balayée par un tsunami. Et fraîchement, en 2003, nous avons connu un tsunami qui a eu des effets au niveau des côtes baléares, au niveau d'Ibiza, au niveau de Palma de Mallorca, et dont les hauteurs ont atteint 2 mètres. Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que méconnaissant ce phénomène-là, les habitants de la région, tellement qu'ils ne connaissaient pas ce phénomène-là, quand la mer se retirait, ils suivaient, étant intrigués, ils suivaient le retrait de la mer. Heureusement, il n'y a pas eu la déferlante, donc sinon, la catastrophe elle serait encore plus grave. Donc là, c'est le tsunami de Boumerdes, qui a été mesuré au niveau de Palma de Mallorca. Donc là, on va vous montrer très très brièvement l'intérêt d'avoir un marégraphe numérique à haute fréquence de mesure. Donc, autrement dit, avec un pas d'échantillonnage d'une minute. Donc, on va vous montrer un exemple d'analyse spectrale avec la méthode Welch. Donc, pourquoi on a utilisé la méthode Welch? Parce qu'on a évité la méthode de Fourier pour essayer de se rapprocher de la non-stationnalité du signal. Et on a utilisé aussi l'analyse temps-fréquence. Et puis, on a utilisé des filtres pour extraire les ondes tidales des ondes extratidales. On voit ici, on a pris l'exemple d'une tempête, d'un événement météorologique qui s'est produit en juillet 2002. Déjà, rien qu'en observant le signal brut du niveau de la mer, on voit qu'il y a des périodes suspectes. On voit ici. Et puis, l'analyse spectrale, qu'est-ce qu'elle vient? Elle a permis d'identifier toutes les fréquences contenues dans ce signal. Et là, on voit, en plus de la marée, on voit des signaux, des ondes de basse fréquence qui ont des périodes comprises entre 23 et 33 minutes. Donc, c'est des ondes qui sont relatives aux météotsunamis. Maintenant, on ne sait pas si c'est des météotsunamis ou bien des sèches. Là, on parlera de cela par la suite quand on va évoquer les marégraphes.
Là, c'est une analyse temps-fréquence qui a été effectuée sur le même signal. On voit clairement les basses fréquences qui apparaissent au même moment de l'occurrence de ces ondes-là, hein, qui ont une période qui oscille entre 16 minutes et 30 minutes. Rappelons que c'est un événement non sismique, hein, donc c'est purement météorologique. Là, quand on applique un filtre de Butterworth pour filtrer faire une bande passante entre 4 heures et 24 heures, on voit l'extraction de la marée. On voit ici que la marée, elle ne dépasse pas les 10 cm. En revanche, quand on enlève les ondes tidales, on voit qu'il y a des ondes qui dépassent 50 cm. C'est des ondes non tidales. Donc, c'est des ondes purement météorologiques. Et on soupçonne que ce sont ces ondes-là qui atteignent la zone portuaire et qui viennent s'ajouter à d'autres types d'ondes, telles que les ondes infragravitaires, par exemple, pour augmenter le niveau de la mer. Donc là, je vous présente un travail qui a été fait aussi dans le même cadre, mais pour le tsunami de Boumerdès, on voit ici. Hein, on voit que l'analyse spectrale, elle donne beaucoup d'informations par rapport aux fréquences contenues dans le signal du tsunami. Je vais essayer de faire vite. Hein. Pardon. Donc là, la situation actuelle, on est à ce niveau-là. Donc actuellement, nous avons pas moins de 4 marégraphes. Donc un, il est situé à Oran, le deuxième à Al-Ghazawat, un autre à Alger et un autre à Annaba. Donc là, ce que vous voyez en cylindrique et ce que vous voyez ici en boule jaune, ce sont des marégraphes en mer ouverte que nous sommes en train d'installer au niveau de l'université. Donc actuellement, nous avons fait la commande d'un marégraphe en mer ouverte pour l'installer au niveau de cette zone-là, pour accompagner le marégraphe d'Alger. Donc pourquoi? Pour essayer de voir la modulation des ondes de basse fréquence depuis le large vers la zone portuaire. Pourquoi? Pour différencier entre les météo-tsunamis et les ondes des oscillations portuaires. Donc voilà. Donc là, on compte normalement dans 2 ans, on compte équiper toute la côte avec aussi bien des marégraphes côtiers, portuaires, que des marégraphes en mer ouverte. Dans quelques perspectives de recherche, donc nous avons inscrit bien évidemment l'étude de la modulation des ondes de basse fréquence depuis le large vers la zone du Nearshore, la détection du risque de submersion marine à l'aide des méthodes de data mining et d'apprentissage, et aussi la modélisation des tsunamis anciens qui se sont produits sur la côte algérienne et potentiels en suivant les sources sismiques. Pourquoi? Pour essayer de voir quels sont les mouvements de la mer qui arrivent en premier. Parce que comme vous le savez, à chaque fois, 50% des tsunamis sont précédés par le retrait du niveau de la mer et 50% des autres tsunamis sont, malheureusement, c'est la déferlante qui arrive en premier. Donc ce qu'on essaie de voir, c'est de voir quelles sont les sources tsunamigéniques et les séismes tsunamigéniques anciens qui ont engendré un retrait préalable ou bien une déferlante préalable. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute.